Rien. On sait rien. Alors la deuxième image qui est évidemment très forte, là aussi je pense à nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent, et il faudrait ne rien dire tellement elle est émouvante, elle est déchirante. Franchement, j'ai pas de mal à imaginer que ça doit être un soulagement de retrouver une personne qui a été prise en captivité, mais quand vous allez voir les images, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez connu plus émotif ou pas. C'est-à-dire que vous les avez vues, ces images, ce sont des familles qui se retrouvent, qui ne se sont pas vues et qui ne peuvent pas qui sont collés les uns aux autres et qui ne peuvent pas se séparer. Tellement l'émotion est puissante. Regardez ces images, c'est la séquence des retrouvailles dans l'hôpital. Vécu ces familles. Voilà. Franchement, quand vous avez vu ça, dites-moi en quoi ça mérite que nous fassions une minute de silence. Je vous rappelle que ces gens-là n'avaient pas respecté la minute de silence quand ils étaient partis pour les matchs de foot. Vous vous souvenez? La minute de silence, ils n'avaient pas respecté. Mais ici, Pascal Praud voudrait que les gens gardent une minute de silence pour regarder ça. Pour certains d'entre vous qui m'ont connu, j'ai grandi en Île-de-France, j'ai grandi dans le 93, et on a subi ou on a été plus ou moins influencé par ce qui se passe dans le 93. Même moi, le jour où j'ai retrouvé mon frère, quand il était sorti de prison, il y avait plus d'émotions que je vois là. Mon petit frère, il est plus grand que moi, il est plus costaud que moi. Je l'ai soulevé tellement j'étais content de le retrouver. Mon petit frère faisait je crois 10 ou 15 kilos de plus que moi. Je l'ai soulevé tellement j'étais content de le retrouver. Et lui, il est là, il vient nous faire de l'hyper-pathos parce qu'eux, ils se sont retrouvés. Et ces retrouvailles entre sœurs, entre parents, entre des gens qui vont pleurer pendant de longues minutes. Hey, je te jure, autant je suis content pour ceux qui retrouvent les siens, autant franchement, je suis agacé par ce mec-là, la Pascal Praud. Je suis agacé par cette ficelle qu'il essaye de tirer au bout pour remettre la sympathie autour des Israéliens, alors que c'est l'une des personnes qui a fait que maintenant, on a du mal à ressentir de la sympathie pour les Israéliens, parce que quand il fallait condamner ce que faisaient Netanyahou et Israël, il traitait tout le monde de sionistes. Vous vous souvenez la séquence de quand il s'énerve sur son plateau en disant que ces gens-là veulent mettre fin à Israël. Mais Israël était en train de mettre fin à ces gens-là depuis des années, on ne t'attendait pas parler. Comme les différentes cartes d'Israël peuvent montrer à quel point Israël a grignoté le territoire palestinien, au point qu'aujourd'hui, le territoire israélien est plus important que le territoire palestinien. On ne l'a jamais attendu faire quoi que ce soit, dire quoi que ce soit de gentil pour ces gens-là. Et c'est ça qui me pose problème. Ces gens-là ont contribué à ce que les gens soient presque indifférents à la joie des Israéliens. Parce que quand les gens voulaient dénoncer, quand les gens voulaient pleurer, quand les gens voulaient montrer leur compassion, leur sympathie pour la Palestine, ils ont interdit, ils ont fustigé, ils ont marginalisé tout ce qu'ils voulaient montrer de la sympathie. Et eux n'en ont jamais montré pour les Palestiniens. Mais ici, on nous montre des images qui, sincèrement, on est content pour eux, mais ne me touchent même pas. Mais on est là, vous voyez les images fortes, machin, ils en rajoutent comme si je sais pas quoi. Et je vous propose de voir le sujet de Kinson. Après des heures de trajet éprouvants, libres et en bonne santé, les 3 otages sont arrivés à l'hôpital Sheba pour enfin retrouver leur famille. Entre rire et larmes... En plus de ça, on remet la séquence commentée. Non, on aura eu droit à tout, franchement. Et ça, c'est ça les choses qui énervent. Parce que les Palestiniens n'auront probablement pas une séquence émotive comme ça. Et surtout, regardez l'état de santé ou l'état dans lequel ces Israéliens-là reviennent chez eux. Et mettez ça en parallèle avec les images des gens qu'on a vu traîner dans Gaza, affamés comme des gens, je ne sais pas dans quel état ils étaient.
On aurait dit que les prisonniers là même, ils ont été préservés, nourris, mieux que les Palestiniens eux-mêmes, ceux qui étaient à Gaza. Leur cauchemar est terminé. À Tel Aviv, des milliers de personnes ont suivi sur écran leur libération, qui marque la première étape d'une trêve qui doit durer 6 semaines. J'étais tellement angoissée dans cette attente, avec l'espoir qu'elles reviennent saines et sauves dans les bras de leur mère. Au terme de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés. Les autorités israéliennes doivent en échange libérer quelques 1900 Palestiniens. Et il faut dire que la Palestine a été fort. Enfin, il faut dire que le Hamas a été fort. Ils ont profité du fait que Trump a tordu le bras à Netanyahou pour vraiment tirer le maximum de cet accord. Et ils ont été intelligents d'étaler ça sur le temps. Pour que si jamais les gens apprécient la paix, les gens apprécient le fait qu'il n'y ait plus de morts, il n'y ait plus d'images accablantes qui passent à la télé, et bien si jamais Netanyahou remet ça, que tout soit de sa faute. Une trêve fragile, prévient le ministre israélien des Affaires étrangères. Il n'y a pas d'avenir de paix, de stabilité et de sécurité pour les deux parties si le Hamas reste au pouvoir dans la bande de Gaza. Ça, c'est le problème. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est le problème. Ces gens-là se sentent en droit de dire qui doit diriger la Palestine. Au nom de quoi? C'est pas ton pays. Ces gens-là sont libres. Le principe de l'autodétermination des populations ou des peuples fait qu'ils sont libres de choisir qui ils veulent comme leurs représentants. Vous pensez vraiment qu'après avoir rasé Gaza comme ça, là, et ce que vous continuez en Cisjordanie, c'est vous qui avez le droit de dire comment ces gens-là vont être gouvernés, dirigés? Ou après la guerre, on disait que voilà, les résistants français, comme ils ont résisté aux Allemands et qu'ils ont fait des morts, eh bien, ils n'ont pas le droit de gouverner la France. Or, celui qui a gouverné la France après la Deuxième Guerre mondiale est le premier résistant français presque, Charles de Gaulle. Et c'est ça mon problème. Ces gens-là, bien qu'on leur ait tordu le bras, ils sont en train de préparer les conditions pour qu'il n'y ait pas de paix durable. Et je rappelle que la branche politique, le chef de la branche politique du Hamas, qui ignorait ce qui se passait, parce que c'est de notoriété publique qu'il ignorait l'attaque du 7 octobre, et qui négociait avec eux, a été zigouillé par Israël. Donc cette personne qui négociait avec eux, et si cette négociation aboutissait, aurait pu être la base pour la construction d'un futur entre la Palestine et Israël, parce qu'il aurait compris que voilà, on a peut-être mis à nu les méthodes d'Israël et que maintenant il faut penser à un combat politique pour que les gens comprennent que nous ne voulons pas nous entretuer, mais nous voulons juste être libres. Ils l'ont zigouillé. Et maintenant, c'est ces mêmes gens-là qui viennent te dire, en plus de ça, c'est nous qui allons décider qui allait vous gouverner. Au nom de quoi? Dans la première phase, seront négociées les modalités de la deuxième, qui doit permettre la libération des derniers otages, avant la troisième et dernière étape, consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts en captivité. Bon, la trêve pour le moment, elle est... Espérons que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup trop de conditions pour que ça aille jusqu'au bout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit déjà que Netanyahou a été fortement atteint par l'élection de Trump. Parce qu'on voit, contrairement à avant, où ils s'en fichaient même de donner son avis, ici, il ne s'est même pas plaint que les membres d'extrême droite de son gouvernement aient démissionné. Et ils ont démissionné pourquoi? Parce qu'ils ont compris que de toute manière, Netanyahou n'a plus de levier à Washington. Je sais que Trump déclare beaucoup de choses, mais il faut se concentrer d'abord sur les faits. Et je sais aussi que Trump n'est pas pro-palestinien. Trump, il est pro-business. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui commencent à me dire « je vais regretter d'avoir cru en Trump ». Moi, je n'ai pas cru en Trump. Moi, je respecte Trump parce qu'il est en accord avec mes valeurs. Il est pour la famille, il est pour les valeurs traditionnelles, il n'est pas pour le wokisme et tout ce genre de trucs. Et donc, les intérêts de Trump et les miens se rejoignent
à certains endroits. Mais je ne dirige pas la politique étrangère de Trump. Et il faut voir les choses dans leur vue d'ensemble. Il est venu, c'est le seul qui a pu tordre le bras de Netanyahou pour lui imposer ça. En compensation, vous devez bien accepter qu'il lâche aussi du lest au soutien israélien qui ont toujours été avec lui. Vous pensez qu'il allait venir, il allait tordre le bras à Netanyahou, le bras à Netanyahou, et après, les Israéliens qui l'accompagnent, il n'allait pas leur donner quelque chose en retour? Ce sont les intérêts. Dans les intérêts, il n'y a pas d'émotion. Trump n'a jamais été un pro-Netanyahou, et il est contre Netanyahou, et il est contre la guerre. Mais ça ne veut pas dire que Trump est pro-palestinien. Il ne faut pas faire de confusion. Si vous pensez que moi j'étais là à me bercer d'illusions sur Trump, je ne me suis jamais bercé d'illusions sur Trump. Mais je disais toujours que Trump n'aurait pas laissé faire ce qui s'est fait sous Joe Biden. Premièrement parce qu'il n'est pas le pote à Netanyahou. Même si Netanyahou essaye de faire croire ou quoi que ce soit, il n'est pas son pote. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la dernière fois, regardez bien quand Netanyahou parle de Trump, il parle de Trump avec respect. Comparé à quand il parlait avec Biden. Il parlait avec Biden comme s'il parlait à son petit. En tout cas, quand il parlait des États-Unis à l'époque de Biden. Respecté, Vincent? Oui, paraît-il. Ouais. 42 jours. Bon, là, il y a... Deuxième phase, 42 jours. D'accord. Reconstruction. Tout paraît simple, raconté comme ça. Mais la vérité, elle n'est pas là. Les 2 tiers des immeubles ont été endommagés. Même les champs sont incultivables, il paraît. Emmanuel Macron, je rappelle le tweet qu'il avait fait sur les otages français, puisque nos concitoyens Ofer Calderon et Ouad Yahalomi figurent dans la liste des 33 otages qui doivent être libérés dans la première phase de l'accord de Gaza. Pour le moment, il n'a pas fait de tweet hier, par exemple, sur la libération des otages. Est-ce normal, est-ce pas normal? Je ne sais pas comment vous l'interprétez. Mais n'est-ce pas lui qui vient de dire qu'un chef d'État doit être indifférent? Franchement, c'est incroyable. Parce que c'est des Palestiniens, là, Emmanuel Macron doit se montrer compatissant, il doit tweeter partout. Mais en même temps, c'est le premier à dire que voilà, la première qualité d'un chef d'État, c'est d'être indifférent.